Donc, je suis Anis, responsable de l'antenne jeune d'Amnesty International à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis rejoint par Thomas et Anne-Hélène et nous avons le plaisir de recevoir Jacques Viers et Sylvie Raspillère qui sont co-responsables de la commission responsabilité des acteurs économiques à Amnesty International et qui vont nous parler de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors, Jacques Viers, Sylvie Raspillère, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez déjà nous parler de votre rôle à Amnesty International? Eh bien, je vais commencer, si vous le voulez bien. Donc, je m'appelle Sylvie Raspillère. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présent, d'être attentif, d'être intéressé par ce type de sujet et par tout ce que peut faire Amnesty. Et donc, nous sommes au sein de la commission responsabilité des acteurs économiques. En général, là, on a déjà perdu la moitié des gens qui ne savent pas ce que c'est que des acteurs économiques. Alors, on parle d'acteurs économiques parce que sinon, quand on parle d'entreprise, les gens pensent immédiatement aux multinationales, qui sont effectivement un sujet en soi et un sujet intéressant, mais il n'y a pas que les multinationales, il y a toutes les entreprises de toute façon, et aussi les banques ou tous les systèmes financiers. C'est pour ça qu'on s'appelle acteurs économiques. Le constat qui nous a fait créer cette commission au sein d'Amnesty, c'est d'une part la mondialisation. Je ne vais pas vous faire un cours sur la mondialisation. Par contre, bon, comme vous le savez certainement tous, les acteurs économiques ont acquis un pouvoir et une influence avec leurs chiffres d'affaires qui sont supérieurs à certains PIB de certains États. Donc, c'est un pouvoir et une influence sans précédent, avec en conséquence un impact énorme sur la vie des gens et sur les lieux où ces entreprises sont présentes. Donc, je pense que vous avez tous en tête les GAFA, et peut-être que certains parmi vous ont entendu parler de la catastrophe du Rana Plaza qui a eu lieu au Bangladesh en 2013. Il y a eu plus de 1000 morts d'ouvriers et d'ouvrières qui se sont retrouvés enfouis sous leur lieu de travail et qui manquaient de toutes les protections possibles et imaginables. Donc, c'est typiquement ce genre de constat qui a fait que cette commission doit exister. Les entreprises profitent des réglementations locales qui sont souvent moins protectrices envers les populations que les cadres réglementaires qu'on peut avoir dans des pays plus développés. Et puis d'autre part, il n'y a pas de cadre réglementaire international contraignant applicable pour les entreprises. Donc ça aussi, c'est un des constats et des objectifs sur lesquels on travaille. Je crois que je vais pouvoir passer la parole à Jacques maintenant. J'ai été assez longue. Jacques, on t'entend. J'ai mis mon micro, voilà. Donc, je suis responsable, je suis co-responsable avec Sylvie donc, de cette commission. Donc, moi, je suis dans le domaine des acteurs économiques d'Amnesty depuis plus de 10 ans. Après une carrière dans l'industrie où j'ai terminé justement comme responsable de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, c'est un domaine que je connais et que j'ai d'ailleurs enseigné à Paris 13 en tant que vacataire, à la fois quand j'étais dans l'entreprise et quand j'étais aussi à Amnesty. Donc, je suis l'un des rares à avoir les deux expériences, si je veux dire, dans ce domaine. Nous avons réussi à faire voter une loi qui contraint les très grandes entreprises à s'occuper des droits humains dans toute leur chaîne de valeur, c'est-à-dire non seulement le siège social, mais les sous-traitants et les fournisseurs. Voilà, bon, je n'en dirai pas plus sur ce point-là. Et donc, nous sommes un peu un relais aussi entre les dossiers, les rapports d'Amnesty hein, qui arrivent sur ces violations des hommes par les entreprises, sur les violations des droits par les entreprises, et les groupes locaux qui animent le combat au quotidien. Bien, merci. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous faire un résumé de la situation actuelle des droits humains au Qatar, où aura lieu donc la Coupe du Monde de 2022? Alors, oui, alors je pourrais peut-être essayer de partager mon écran. Donc,
on va vous parler donc du Qatar. Du Qatar. Alors, peut-être un petit mot sur le Qatar. Hein. C'est grand comme l'Île-de-France, le Qatar. C'est une monarchie absolue. Hein. Il n'y a jamais eu d'élection encore. Mais il devrait y en avoir en 2021 pour seulement une partie de leur Assemblée nationale, qui est le Conseil de la Shura. Mais pour l'instant, il n'y en a jamais eu. C'est un étonnant pays, hein, qui sont ils ont le plus gros PIB par habitant du monde, hein, grâce à un gisement de gaz. Alors, ils ont un peu de pétrole, mais ils ont surtout un gros gisement de gaz qu'ils partagent avec l'Iran, qui se trouve en mer. Hein, il est au large, et ils se partagent, ils tirent dessus avec l'Iran. Voilà. Donc, ce qui leur pose des tas de problèmes, parce qu'ils devraient être des grands amis de l'Arabie Saoudite, et en fait, ils veulent vivre en bonne harmonie avec leurs voisins, et donc il y a des tiraillements. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Qatar, mais c'est un pays compliqué, quoi. Hein. C'est aussi le plus grand pollueur du monde, hein, en CO2 émis par habitant. Voilà. Donc, il y a 2 300 000 personnes qui vivent au Qatar. Seulement 10% de Qataris dans ce nombre. Et puis, eh bien, on a 2 millions maintenant 2 millions. Alors voilà où se situe le Qatar. Hein, vous voyez cette petite presqu'île là, grande comme l'Île-de-France, mais un grand pays. C'est le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Hein, principal client le Japon, mais aussi tous les pays de l'Asie. C'est la troisième réserve mondiale de gaz du monde. Enfin, c'est un pays étonnant, quoi. Voilà, étonnant, qui jusqu'à 1971 était un protectorat britannique, qui a pris son indépendance. Puis le premier émir, quand on a trouvé le gaz, il ne s'en est pas trop occupé. Et puis quand même, depuis 2006, ils s'en sont vraiment occupés. Et là, ils sont devenus un géant gazier. Alors, donc, pour l'instant, on va rester là, si j'ose dire, sur le Qatar. Alors, donc 2 millions de travailleurs sont arrivés pour créer les équipements de la Coupe du monde de football, qui aura lieu en novembre et décembre 2022. 2 millions de personnes qui viennent des pays d'Asie, de l'Inde, d'Afrique. Voilà. Et ce qu'on peut dire, si je dois résumer la situation, enfin les principaux pays, c'est Bangladesh, Inde, Népal, Philippines, Kenya. Si je dois résumer la situation, c'est un pays où les droits des travailleurs migrants sont bafoués, et dans de grandes largeurs, si j'ose dire. Un pays qui est très, très inhospitalier, hein, pour ces travaux-là. Il peut faire jusqu'à 50 degrés en été, avec quelquefois une humidité extrême, des conditions de travail donc très difficiles, des équipements qui n'ont pas suivi, parce que devant cet afflux de migrants pour faire ces travaux-là, les équipements n'étaient pas là. Nous avons écrit déjà une dizaine de rapports, hein, sur là-dessus, donc on connaît à peu près tout de la vie de ces pauvres gens. Alors, il y a des entreprises où ça se passe bien, hein, voilà, donc, ça se passe bien, ça se passe au mieux, disons. Voilà, ils ont une climatisation, ils ont plus de quelques mètres carrés pour vivre, mais il y a aussi beaucoup de camps où les travailleurs sont 4 pour 8 mètres carrés. Enfin bon, donc des conditions de vie assez épouvantables, et puis un système assez oppressant, hein, qui fait que, en gros, les travailleurs n'ont pas beaucoup de droits, quoi, hein, voilà. Alors, il faut dire qu'au niveau régional, le droit du travail est un peu spécial, hein. Alors, ce n'est pas une spécificité du Qatar, hein. Il y a un régime qui vient de très loin, hein, qui ressemble les relations sociales ressemblent un peu aux relations qu'on avait, nous, au Moyen-Âge, c'est-à-dire des relations d'homme à homme, si bien que le travailleur qui arrive, qui est recruté, eh bien, il doit une sorte d'allégeance à un parrain, hein, qui se trouve être le chef d'entreprise. Hein. Et ce parrain, c'est le système de la kafala, et le kafilé a tout pouvoir, en gros, sur le travailleur. C'est-à-dire que, alors jusqu'à une période assez récente, hein, puisque la loi a changé en 2020, hein, oui, bon. Et si elle a changé, c'est aussi grâce à nous, hein, c'est-à-dire parce qu'il y a eu de l'intervention de la société civile, des ONG, etc., et de la pression internationale.
Mais ceci dit, le Qatar dit maintenant, mais nous, vous voyez, nous, maintenant, on est un modèle dans le coin. Bon, d'accord. Mais la kafala, c'est un système qui dit que tout travailleur qui veut changer d'employeur ou qui voudrait quitter le pays doit avoir l'autorisation de son employeur. Alors, bien entendu, avec l'arrivée de tous ces travailleurs, les projecteurs internationaux qui se sont braqués sur le Qatar, ça n'a pas été tout seul, quoi. Et donc, finalement, il y a eu un accord avec l'Organisation internationale du travail en 2017 qui a dit que finalement le Qatar devrait se rapprocher des normes internationales. Bon. Le Qatar a dit d'accord, on va signer des choses, mais quand même on ne respectera pas le droit syndical. Bon. Ils ne sont pas les seuls, hein. Les États-Unis n'ont pas signé non plus la convention sur le droit syndical. Mais bon, alors petit progrès quand même. Hein. Il y a même une délégation de l'Organisation syndicale internationale qui est venue et qui a trouvé qu'il y avait des progrès sur le papier. Quoi. Sur le papier, il y a des choses. Bon. La FIFA, la Fédération internationale de football, devrait être garante du respect des droits quand même, parce que c'est elle qui... Alors, nous, à Amnesty, on n'a pas de jugement sur comment ça s'est passé. Je ne veux pas vous parler des pots de vin éventuels, de pourquoi le Qatar a eu les Jeux. On n'est pas là-dedans. Nous, chacun son boulot. Nous, on essaie de faire en sorte que les droits soient respectés partout. Et pourquoi pas aussi dans les chantiers de la Coupe du Monde. Voilà. On trouve que c'est un bel événement, nous, la Coupe du Monde. On n'a pas de réticence. Certains disent, ouais, le Qatar, c'est pas une nation footballistique. Alors, c'est pas vrai, puisqu'ils viennent de remporter, alors moi, j'y connais rien, mais j'ai vu qu'ils viennent de remporter la Coupe d'Asie devant le Japon. Alors, bon, ils sont pas si mauvais que ça. Et en plus, alors, et ça, c'est documenté, ce sont des grands amateurs dans la région hein, de football. Ils suivent beaucoup plus même le football que nous. Donc, il ne faut pas dire parce qu'on confine à l'islamophobie, là, vous voyez, si on dit, voilà, ces gens-là, ils ne s'intéressent pas au football, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, on considère, nous, que c'est un bel événement. Et que, ben voilà, on constate qu'on peut sans doute faire pression. Alors, on a fait pression. Je veux dire, on a fait une dizaine de rapports. On y reviendra. On a fait des tas d'actions en France en parlant aux supporters de foot, mais aussi à la Fédération française, etc. On a tous les gens sur qui on a pu faire pression. Et donc, il y a eu des avancées. Donc, il y a eu ce fameux accord de l'OIT. Et puis, progressivement, une loi qui dit, ben non, finalement, l'employeur ne pourra pas empêcher le travailleur de quitter le pays. Bon, premier. Puis après, ben non, finalement, quand il change d'emploi, l'employeur ne pourra pas le retenir. Et puis en 2020, il y a eu une loi qui ramasse tout, là, qui a essayé, qui a pris tout l'ensemble. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, ça a changé pas grand-chose, parce qu'en fait, il y a eu une révolte du patronat local. Alors, le patronat local, c'est les fameux sous-traitants, vous savez, c'est pas les multinationales. Ceci dit, qui est derrière ces grandes commandes? Là, ce sont les multinationales. Et ce sont elles qui, finalement, profitent de cette situation-là. Et donc, le patronat local s'est ému. Et puis, bah, finalement, les autorités qatariennes ont dit, eh bien, on va revenir un peu en arrière. Alors, ils n'ont pas dit ça comme ça, hein, mais en fait, effectivement, le patron ne peut pas retenir un salarié, mais il peut très bien le déclarer en délit de fuite, quoi. Donc, bon, et l'employé qui veut changer d'employeur, pour trouver un nouvel employeur, eh bien, il doit montrer une décharge du patron précédent. Alors, vous voyez, ça ne change quand même pas grand-chose. Donc, une situation qui est en fait complètement bloquée, si j'ose dire, de ce point de vue-là. La FIFA, qui devrait s'intéresser à la chose quand même, et qui, du point de vue des principes directeurs droits humains et entreprises de l'ONU, c'est son devoir de le faire, ne le fait pas. Elle se retranche derrière le Qatar, ce grand État, n'est-ce pas, qui devrait prendre les mesures. Alors, c'est de l'hypocrisie totale. Les grandes entreprises, on s'en est un peu occupé, nous, hein, on leur a couru au basque. Et effectivement, ça a eu des conséquences. Il faut dire quand même, synthèse, hein, la situation a changé sur le papier parce qu'il y a eu la pression internationale. Le Qatar fait semblant, mais finalement ne fait pas les choses parce le patronat local s'y est opposé. La FIFA ne fait pas son boulot.
et finalement, la situation des travailleurs a très peu évolué. Donc, on a des tas de témoignages de gens qui ne sont pas payés pendant des mois, qui sont obligés d'emprunter pour repartir chez eux, pour prendre un avion, parce qu'ils sont complètement désargentés. Les conditions d'embauche sont terribles, c'est-à-dire que un travailleur népalais est obligé de payer entre 1000 et 2000 dollars à un genre de passeur, il n'y a pas d'autre mot, c'est des agences de recrutement. Et comme il est obligé d'emprunter, on lui prête à 36%. Donc ce sont des gens qui réussissent finalement à être plus pauvres en ayant vécu des conditions de travail terribles. Alors, ça n'est pas la généralité. Hein. Nous, naturellement, on a les cas qui ne marchent pas. Bien entendu qu'il y en a sûrement qui arrivent avec un bon employeur. Voilà. Et puis, il y a eu le Covid en plus. Et avec le Covid, il y a eu des entreprises qui ont fait faillite. Et donc, on a laissé les travailleurs sur le. Et là-bas, ça veut dire qu'ils étaient en délit de fuite, les travailleurs. Donc, c'est une situation vraiment compliquée. Bien, donc merci déjà pour ces résumés assez complets, je trouve. Et justement, pour parler des conditions de travail des travailleurs migrants, je vais laisser la parole à Thomas. Oui, merci pour ce résumé de la situation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques autour des conditions de travail, mais il y a aussi quelque chose dont vous n'avez pas encore parlé, ce sont toutes les personnes qui sont mortes sur ces chantiers. Et c'est presque des milliers de personnes. Et justement, comment ça a pu arriver? Est-ce que c'est dû à des mauvaises conditions de travail? Est-ce que c'est du travail forcé? Est-ce que c'est du travail qui est trop compliqué dans le désert? Est-ce qu'on les retient contre leur gré? Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Je dis essayer parce que quand Amnesty prend position, c'est toujours avec certitude, de manière à ne pouvoir jamais être attaqué sur ce qu'Amnesty raconte. Donc, Amnesty ne peut pas dire il y a des milliers de morts, on a lu dans la presse et sur Internet qu'ils étaient morts de chaud et de mauvais traitements. Amnesty doit absolument avoir des preuves. Et pour avoir des preuves, Amnesty a ses propres chercheurs qui sont formés à la méthode amnestienne. C'est très important, c'est essentiel pour nous. Donc, notre recherche propre, elle nous a permis de pouvoir valider ce que vous venez de dire sur le nombre de morts. On estime qu'il y a eu environ 6500 travailleurs migrants qui sont morts entre 2010 et 2020. Bien entendu, vous et moi, on soupçonne qu'il y en ait beaucoup plus, malheureusement. Après, les conditions de vie, effectivement, c'est ce que vient de décrire Jacques, entre la chaleur, les conditions de travail, la sous-alimentation, l'exploitation. Ces gens travaillent 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant des mois. On ne parle même pas de leur situation psychologique, ils sont loin de leur famille, ils ne savent pas quand ça aura fin, quand cette situation pourra cesser. Ils ne savent même pas s'ils pourront repartir. On leur a pris leurs papiers quand ils sont arrivés, on leur a pris leur passeport. Donc les conditions de vie sont effectivement absolument terribles. Nous, on a demandé au Qatar de faire des enquêtes parce que on s'appuie pour ces chiffres, on s'appuie aussi sur les chiffres qui sont donnés par les pays d'origine de ces gens-là. Donc on a demandé au Qatar très clairement de faire des enquêtes pour savoir de quoi étaient morts ces gens-là. J'imagine que ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'on attend toujours la réponse. Alors, on attend toujours la réponse, mais une des forces d'Amnesty, c'est de continuer. Donc, on va continuer à leur poser la question parce que ça les gêne, parce que ça les dérange, et parce que ces gens-là, il n'y a aucune raison qu'on les oublie. Donc, on demande au Qatar de faire preuve de transparence et de faire des enquêtes, d'autopsier pour avoir les causes réelles de ces décès qui sont inexpliqués sur une population jeune. C'est pas possible. Et ça permettrait, d'autre part, d'indemniser éventuellement les familles de ces gens-là. S'ils sont partis de chez eux, c'est bien entendu parce qu'ils ont une famille à charge et qu'ils veulent rapporter de l'argent. Ça va malheureusement pas être le cas pour eux. Donc, je suis consciente que ma réponse est partielle, mais elle est sûre, elle est fiable. Voilà. Merci. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Jacques.
sur la FIFA, qui est donc l'autorisation organisatrice de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui explique le manque de mesures prises concernant les conditions de travail, concernant tous ces morts sur les chantiers? Est-ce que c'est de l'ignorance ou est-ce qu'on feint de ne pas voir les choses? Ou est-ce qu'il y a des intérêts économiques derrière tout ça? Disons que la FIFA, effectivement, méprise ses obligations. Alors, elle les méprise pour des tas de raisons, parce que effectivement, elle veut préserver son allié qui est dans la place qui est le Qatar, parce qu'elle a aussi une carte à jouer, pense-t-elle, dans la région. Le président de la FIFA a démarché récemment l'Arabie Saoudite. On peut penser qu'ils ont des arrière-pensées, disons, dans ce domaine-là. Bon. Donc, pas de vague, quoi, en gros. Voilà. Ceci dit, il y a quand même... Alors, Sylvie l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation internationale pour que les grandes entreprises se conforment au respect des droits humains. Cependant, il y a quand même des textes internationaux qui existent. Il y a les principes directeurs droits humains et entreprises de l'ONU qui datent de 2011, qui sont de la soft law, puisque, sauf en France, ce droit-là n'a pas été retranscrit dans les droits nationaux, mais c'est en train de se faire dans beaucoup de pays européens et il y a un projet de directive européenne. Que disent ces textes, ces principes directeurs qui ont été quand même adoptés à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans une séance du 11 juin 2011 et il y a eu des principes qui ont été une résolution qui est sortie le 16 juin 2011. Ils disent que les entreprises doivent respecter les droits humains et que des violations de droits humains directes ou indirectes, en fait, doivent leur être opposables, si je veux dire. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas favoriser, elles doivent prévenir les violations et elles ne doivent pas se livrer à une complicité de violation. Et alors la FIFA, elle est coupable à tous les niveaux parce qu'elle est un peu le donneur d'ordre éminent de tous ces grands chantiers-là, donc complicité. Et puis elle a créé une société pour accueillir tous les gens qui vont participer à la Coupe du monde de football. Là. Et donc, elle a une responsabilité directe dans ce domaine de veiller à ce qu'on respecte les droits humains. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je m'appuie, moi, sur le contrôle du Qatar. Bon. Non. Ce que disent ces principes, c'est que même si les lois locales ne sont pas conformes aux grands principes, aux droits fondamentaux de la Charte des Nations Unies, même dans ces cas-là, une multinationale doit respecter les droits fondamentaux. Et en particulier, il y a des droits qui sont devenus du droit coutumier international et que tout le monde devrait appliquer, qui sont les 8 conventions fondamentales de l'ONU, de l'OIT, sur le travail forcé, sur le non-travail des enfants, sur le droit syndical, etc. En l'occurrence, eh bien, ces droits sont bafoués, et la FIFA ne respecte pas les principes. Et pourtant, alors suite à nos pressions en particulier, elle s'est dotée d'une charte de respect des droits humains. Justement, elle dit qu'elle respecte justement les principes directeurs de l'ONU. Bon, non. Donc, il y a eu des progrès sur le papier, encore une fois, mais dans l'application, non, ça ne se passe pas. Quoi. Bien, alors merci. C'est vrai que ce constat-là, ça pose du coup la question de qu'est-ce qu'on peut faire, quelle forme d'engagement on peut prendre par rapport à ça. Et pour ça, je vais donner la parole à Anne-Hélène. Merci. Déjà, merci pour toutes ces réponses que vous nous apportez. Et comme le disait justement Anis, du coup, on fait quoi? Et la première question qui vient se poser, c'est quand on est face à ce genre de situation, on se dit qu'on est un peu impuissant et que la première, voire l'ultime solution, ça serait le boycott. Qu'est-ce que vous pensez du boycott au nom d'Amnesty? Est-ce que c'est un moyen d'action efficace?
Est-ce qu'Amnesty prône le boycott ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va interdire tout le monde de regarder la Coupe du Monde 2022 ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors, d'abord, à titre individuel, vous pouvez tous rejoindre Amnesty et tous militer pour Amnesty. Déjà, c'est formidable, ça marche. Vous pouvez signer des pétitions, envoyer des courriers. Nous, ça fait 60 ans qu'on le fait et ça fait 60 ans que ça fonctionne. On a des bonnes nouvelles régulièrement. Bon, vis-à-vis du boycott, c'est une question qu'on nous pose régulièrement pour la Coupe du Monde du football, bien entendu. On nous l'a posé aussi très souvent pour les territoires occupés en Palestine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de BDS, qui est un mouvement de boycott des produits qui viennent d'Israël. D'une manière générale, Amnesty considère qu'un boycott, c'est un choix individuel. Et donc, Amnesty a pas à se positionner sur des choix individuels. On ne s'y oppose pas, bien entendu, mais on le soutient pas. Par contre, on défend absolument le droit à l'expression pacifique de ses opinions. Ça veut dire qu'on défend le fait que les gens aient le droit de boycotter et de dire qu'ils boycottent. Je vous ai fait une allusion à BDS. Il y a des militants de BDS qui ont été arrêtés parce qu'ils prônaient le boycott. Donc, bien entendu, on les défend sur cette situation-là. Et puis, pour revenir plus précisément au Qatar, la difficulté quand on se positionne sur le boycott, c'est que c'est une façon de culpabiliser les gens qui ne feraient pas de boycott. Donc, typiquement, on a le droit d'être un grand fan de foot, d'avoir absolument envie de voir cette compétition qui doit être formidable quand on est un grand fan de foot. On a le droit d'être tout à fait respectueux des droits humains à titre individuel, mais on a le droit de pouvoir faire les deux, regarder le foot et soutenir les droits humains. Donc nous, on ne peut pas soutenir le boycott en tant que tel, et on passe plutôt par d'autres méthodes. La pression qu'on met sur les États nous semble plus efficace. Poser la question, donc, il y a des équipes de football qui se sont exprimées sur les droits humains au Qatar. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont absolument rien dit, comme l'équipe de foot française qui est restée totalement muette. Donc pourquoi selon vous? Et est-ce que ça ne serait pas finalement par là qu'il faudrait commencer si on veut lancer le débat autour d'un meilleur traitement de ces travailleurs pour la FIFA au Qatar? Alors, nous sommes évidemment convaincus que les footballeurs célèbres, ça donnerait une aura particulière au discours de défense qu'on tient, mais on ne peut pas les forcer, malheureusement, tous ces footballeurs, on ne peut pas les forcer à s'impliquer sur le sujet de la défense des droits humains, spécifiquement au Qatar. Et le problème, il est général. Tout à l'heure, on parle de la FIFA puisqu'on parle du Qatar. Mais finalement, il se passe la même chose aux Jeux Olympiques quand ils se déroulent en Russie et que on sait tous que les droits humains en Russie, c'est pas le top du top. Et les sportifs, je crois qu'ils ont une carrière à gérer et c'est pas toujours le premier sujet de leur préoccupation. Donc en France, il commence à y avoir une mobilisation. Ça, on est très content. On pousse à la roue, bien entendu, pour ça. On ne peut pas s'empêcher de se demander si un des grands... Alors, je n'y connais rien en foot, donc j'espère que je ne vais pas dire d'énormité, mais sauf erreur de ma part, le PSG est un grand club français, et sauf erreur de ma part, il y a une forte influence du Qatar dans le financement du PSG. Alors, je peux pas, Amnesty ne peut pas dire noir sur blanc, les footballeurs du PSG ne s'engagent pas parce qu'ils sont à la solde du Qatar. Je pense que rien n'est aussi simple que ça. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire les rapprochements. Alors, ce qu'on essaye de faire, en dehors de toucher ces footballeurs, c'est de créer des liens avec les supporters locaux, les supporters nationaux. On essaye de faire des partenariats aussi pour impliquer les publics, inciter
les groupes de supporters à partager nos actions avec leurs membres. On pousse pour faire ça, mais bon, on continue à avoir de l'espoir parce qu'on continuera jusqu'au bout. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'entêtement d'Amnesty, donc on va essayer. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on est complètement réussi, ça serait faux. Voilà. Bien, merci. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a un énorme coup de projecteur sur le Qatar en ce moment, sur cet événement de la Coupe du Monde 2022. Ce que je me demandais, c'est est-ce que ce coup de projecteur, est-ce que cette campagne qui est assez centrée sur les conditions des travailleurs dans le cadre de la Coupe du Monde peut, sur le long terme, améliorer les conditions d'autres travailleurs au Qatar? Et je pense notamment aux travailleurs de maison, aux domestiques qui sont aussi dans des conditions assez inquiétantes. Oui, alors, effectivement, dans le mouvement, si j'ose dire, il y a eu quelque chose sur les travailleurs domestiques. Il y a 173 000 travailleurs domestiques hein, qui sont pareil, des travailleurs migrants, des femmes qui viennent de tous les pays d'Asie en particulier, et d'Inde. Alors, il y a une loi en 2017 qui a dit qu'il fallait en particulier offrir un temps de repos hebdomadaire et de limiter les heures de travail. Alors, nous, on s'est renseigné récemment. On a fait 90 entretiens. On a fait 105 entretiens. Et sur ces 105 entretiens, 90 femmes ont déclaré qu'elles travaillaient régulièrement plus de 14 heures par jour. 89 travaillaient régulièrement 7 jours par semaine. La moitié des femmes travaillaient plus de 18 heures par jour et la plupart n'avaient jamais eu un seul jour de congé. Certaines ont déclaré ne pas être correctement payées. 40 femmes ont déclaré être insultées, giflées, qu'on leur crachait dessus. Une femme a déclaré avoir été traitée comme un chien, etc. Donc, en fait, malgré cette loi qui a essayé qui se proposait, disons, de baisser les heures de travail, la situation des travailleurs domestiques et des femmes est vraiment lamentable hein, et n'a pas évolué. Quoi. Voilà. Donc bon, malgré le contexte, voilà, c'est ce qu'on peut se constater. Quoi. Bien. Et donc, après ça, moi, je terminerai sur cette question-là. Quelles actions menées par Amnesty peuvent être envisagées justement pour faire respecter les droits humains, donc dans le cadre de la Coupe du Monde au Qatar, et puis sur le droit du travail au Qatar en général, quelles actions peuvent être menées par Amnesty, par nous, membres, militants, sympathisants ici présents? Alors, effectivement, nous avons beaucoup travaillé déjà et nous allons continuer à le faire. Hein. On est sur le sujet, disons, depuis une dizaine d'années. Alors, on a produit une dizaine de rapports. Alors là, je vais partager mon écran parce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, c'est pas ça. Ici. C'est ça, voilà. Et que j'avance un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a fait, alors au début, on a travaillé quand même sur la mobilisation de l'opinion publique, avec des actions ciblées. Par exemple, l'Euro 2016, hein, la Coupe d'Europe de foot. Et alors là, on a eu toute une action avec le slogan « J'aime le foot, pas le travail forcé ». Et donc, il y a eu des événements hein, qui ont été créés par les groupes, hein, par les militants, donc avec des événements ciblés. Hein, alors, dans les fan zones, dans les stades, on a déployé ces banderoles. Il y a eu plusieurs initiatives hein, prises par les groupes locaux. Et l'idée, c'était de s'adresser directement au grand public et aussi d'intervenir auprès de la Fédération française de foot, hein, à laquelle on a apporté des pétitions, et tout un travail finalement de fond dans le milieu footballistique. Quoi, hein, voilà. Voilà, ça c'est pour l'aspect grand public.
Alors, il y a eu aussi une exposition qui a été animée dans les groupes. Moi, personnellement, j'en ai animé plusieurs en France, avec les photos de Frédéric Leclou, qui est un photographe très, très inspiré, en fait, qui s'est beaucoup passionné pour le Népal. Et on pouvait voir à la fois des photos des Népalais chez eux, dans leur pays, et puis sur le terrain. C'est assez touchant parce qu'en fait, on s'est aperçu justement, on parlait des morts tout à l'heure, qui très curieusement, et on ne s'explique pas trop le phénomène, beaucoup de jeunes Népalais qui sont morts sur ces chantiers. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils étaient jeunes et a priori en bonne santé. Et voilà. Donc, et le Népal, c'est terrible, quoi. Les conditions de recrutement, en particulier, sont absolument abominables. Voilà. Alors, si, je vais vous en montrer une autre quand même. Je vais vous en montrer une autre. Voilà, celle-là, voilà, celui-là, il est assez drôle. C'est un militant très inspiré, n'est-ce pas, qui manifestait lors d'un événement. Alors, bon, je vais peut-être arrêter le partage. Ouais, je vais arrêter le partage. Alors, comment je fais? Je mets arrêter, pouf. Voilà. Alors, ce qu'on a fait surtout aussi quand même, c'est de se mobiliser contre les grandes entreprises du BTP, puisque c'était l'époque où on construisait tous les équipements, les routes, les stades, le métro, etc. Et donc, des milliers de travailleurs sont arrivés, et c'est les très grandes entreprises, bien entendu, qui ont répondu aux appels d'offres et qui étaient derrière tout cela. Et donc, il y a eu une action vraiment très importante dans les différentes sections. Nous, en France, on a eu une action auprès d'un certain nombre d'opérateurs du BTP. Et d'ailleurs, on a été entendu. Il y a un grand groupe qui a vraiment révisé complètement son recrutement au Népal. Alors, bon, ça c'est comme toujours, c'est ce qu'on nous a dit aussi pour les batteries lithium-ion. Vous savez, on ne savait pas que le cobalt était exploité en RDC, était extrait en RDC par des enfants et par des creuseurs artisanaux. On ne savait pas. Bon. Alors, les grandes entreprises ne savent pas, mais nous, on sait. C'est quand même curieux. Donc là, ils ne savaient pas non plus que ça se passait comme ça. Bon. Mais ils ont fait des choses. Finalement, notre action, on peut dire, a eu des résultats. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est bien entendu d'essayer de faire en sorte c'était de faire en sorte qu'on améliore les conditions alors les conditions d'hébergement épouvantables. On a des rapports absolument avec des photos. Alors tout n'est pas comme ça, c'est pareil. Nous, à Amnesty, on fait toujours la plupart des choses. Il y avait dans des camps. Alors les camps qu'on montrait à la presse, ils étaient à nickel, quoi. Hein, il y avait la clim et tout. Mais quand on allait fouiller, nos chercheurs allaient fouiller un peu dans les coins, on trouvait des conditions absolument abominables, avec cette chaleur pesante en plus, qui était très difficilement supportable, quoi. Et avec le Covid, alors là, ça s'est vraiment aggravé parce que les conditions, bien entendu, de promiscuité faisaient qu'il n'y avait pas de protection pour les travailleurs, et il y a eu des cas assez dramatiques. Voilà. Alors, les prochains mois, qu'allons-nous faire? Alors, on ne va pas baisser la garde, hein, il nous reste peu de temps parce que, enfin quelques temps quand même, puisque la coupe, ça commence le 21 novembre 2022 jusqu'au 16 décembre, chose comme ça. D'ici là, on va continuer à faire pression, bien entendu. Alors, justement, on parlait tout à l'heure des footballeurs, etc. Je ne vais pas vous dévoiler toute notre stratégie, parce qu'une stratégie, enfin, on la garde pour soi, et il y aura des surprises, mais attendez-vous à ce qu'on s'occupe du terrain, et il va y avoir des choses à différentes occasions. On va profiter d'un certain nombre d'événements. Nous, on ne veut pas, encore une fois, on ne veut pas boycotter les Jeux, on veut que ce soit un événement festif et que les gens prennent du plaisir. On ne veut pas culpabiliser les gens. Mais ce qu'on va faire voir, nous, c'est les coulisses quand même. Hein. Nous, on veut que les valeurs du sport, eh ben, on les retrouve, on essaie de faire en sorte que ceux qui vont regarder cette Coupe du Monde, eh bien, ils voient aussi ce qui s'est passé pour qu'on obtienne ces jeux-là, enfin, ces spectacles-là. On va essayer de faire une espèce que les spectateurs soient en empathie avec ces travailleurs. Voilà. Hein, qui sont venus là pour gagner de l'argent, qui sont souvent repartis démunis, endettés,
Voilà. Donc, on va faire voir. On compte sur nous. Je ne pense pas que la FIFA et le Qatar vont pouvoir s'enorgueillir de ce beau spectacle sans que nous, derrière, sans être rabat-joie, et tout en étant festif, eh bien, on montre la réalité du terrain. Donc, voilà ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Enfin, dans les mois qui viennent. Et effectivement, je pense que ce sera un sujet qui sera encore plus d'actualité dans quelques mois, justement, à l'approche de cet événement. Bien, merci en tout cas pour vos réponses. Maintenant, je voudrais les donner la parole aux personnes qui sont présentes ici. Si vous avez des questions ou des remarques que vous pouvez poser directement ou écrire dans le chat et on les lira pour vous. Alors, j'ai une petite question. Bonjour à tous déjà, merci beaucoup parce que c'était très très intéressant, ça m'a appris pas mal de choses sur ce qui s'y passait. Alors ma question va absolument tout le monde. Je voulais vous demander quelle était la responsabilité juridique de la FIFA en tant qu'association organisatrice, sa responsabilité juridique en gros. À quoi elle fait face et en quoi elle est responsable? Juridiquement, le problème, c'est que, encore une fois, on est dans le droit mou. Hein, c'est-à-dire que, alors, on peut aller jusqu'à porter plainte. On le fait. Hein, il y a des multinationales qui viennent d'être condamnées. Là, ce qui me ravit, c'est Shell pour ce qu'elle fait au Nigeria. Mais c'est extrêmement compliqué, quoi. C'est extrêmement compliqué. Parce que il y a ce qu'on appelle toujours le voile entre le siège de la grande entreprise et sa filiale, etc. Il faut surmonter beaucoup d'obstacles. Mais la FIFA, en tout cas, est responsable elle a créé une SARL. Alors là, du coup, elle pourrait très bien être incriminée. Mais devant qui? Devant les tribunaux locaux qataris? Les travailleurs n'arrivent pas à avoir de jugement favorable. En général, quand il y a un conflit du travail, par exemple au Qatar, c'est toujours l'employeur qui gagne, quoi. Donc, je doute qu'une action juridique devant les tribunaux qataris arrive à quelque chose, quoi. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on puisse d'emblée, comme ça, aller directement vers le procès de la FIFA, quoi. Voilà. C'est possible, mais ça va être compliqué, quoi. Voilà. Bon, merci. Si je peux dire juste un tout petit mot au passage par rapport à ça, c'est vrai que la notion de plaidoyer est vraiment importante à souligner, puisque lorsque nous écrivons des lettres à la FIFA, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises, ce n'est pas tant pour la menacer de poursuites en justice ou de contentieux, en effet, mais plutôt pour faire ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire pour bien montrer qu'il y a une forte mobilisation et que son image va être entachée si elle ne fait pas suffisamment pour protéger les droits humains. Donc c'est plus ça le levier d'Amnesty International dans ce cas précis, contrairement à ce qui a pu se passer en effet pour Shell quand ils ont fait preuve de bien de négligence et ont beaucoup pollué ce delta du Niger au Nigeria. Voilà, juste une petite parenthèse. Je laisse la parole pour la question suivante. Je crois que c'était Jacques qui avait une question, non J'avais une question par rapport à quelles sont les interventions d'Amnesty de manière générale par rapport à la presse sportive ou les émissions sportives. Est-ce qu'il peut y avoir peut-être un angle d'attaque là-dessus? Alors, la presse fait partie, hein, encore une fois, je ne vais pas vous dévoiler notre stratégie, mais la presse fait bien entendu partie des cibles, hein, de la campagne. Il n'y aura pas que la presse, hein, mais il y aura bien entendu la presse sportive en particulier. Et là, ce sera du plaidoyer très, très ciblé, hein, bien entendu, sur ceux qui ont de l'influence. Hein, Mais on a déjà toute une liste d'événements, hein, qui existent et dont on va s'emparer, bien entendu. Hein. Il y a des choses qui vont se faire. Et il y aura le lancement un an avant la coupe. Là, il va se passer des choses, on y sera, etc. Nous, on sera à chaque étape. Et bien entendu que la presse sera une des cibles de notre plaidoyer. Hein, bien entendu. Merci. En complément, je pense qu'on peut vraiment, peut-être pas miser là-dessus, mais en tout cas avoir un espoir. Il y a une véritable évolution quand on regarde les problèmes de racisme, par exemple, au sein du foot.
les insultes auxquelles sont confrontés les gens de couleur, les joueurs sur le terrain. Je trouve qu'il y a quelques années, on en parlait à peine, et que maintenant, il y a des joueurs qui réagissent, il y a des joueurs qui profitent de leur aura pour en parler. On les voit sortir du terrain. Donc, nous, on continue à faire du bruit, à faire pression pour que la presse relaye ça. Et je crois vraiment que l'époque évolue et qu'on va y arriver. Il va falloir trouver la bonne mesure entre la dénonciation d'un certain nombre de choses et le caractère festif. Et il ne faut pas qu'on soit les rabat-joie, si je veux dire. Nous, on va essayer de créer au contraire une espèce d'empathie avec les gens qui ont permis ça. Voilà. Et les gens qui ont permis ça, ce n'est pas forcément l'émir du Qatar et la FIFA, c'est aussi tous les gens qui ont travaillé à construire tout ça. Et si je peux me permettre à nouveau, il est vrai que le fait de réussir à mobiliser les joueurs eux-mêmes, parce que comme le disait Sylvie, bon, il y a l'exemple du racisme, il y a également celui de l'homophobie, mais il y a aussi parfois d'autres droits humains, comme les Ouïghours récemment avec Griezmann, si je me souviens bien. Donc, même si c'est difficile, comme Sylvie l'a dit avec le PSG pour le Qatar, il n'en reste pas moins qu'il y a des équipes comme celle de l'Allemagne, si mes souvenirs sont bons, qui a manifesté avec Human Rights écrit sur leur maillot pour former donc l'expression Human Rights, et donc une photo qui a pu être diffusée largement dans la presse. Donc, on peut se servir des médias, en effet, aussi pour faire connaître ces violations à travers l'engagement des joueurs eux-mêmes, même s'ils sont bien sûr parfois limités parce qu'ils craignent pour leur carrière, et ça peut aussi se comprendre. Hein. Je vous remercie, mais je vais peut-être laisser Anis et Thomas le faire. La conclusion. Anis ? Oui. Alors, encore une fois, merci à Jacques Vière et Sylvie Raspillère pour leur intervention. Merci à vous tous d'avoir été présents pour cette interview en direct. Et on espère en tout cas que ça a répondu à vos questions déjà, et que ça vous a aussi donné envie de vous mobiliser, d'en parler autour de vous aussi, et justement pour qu'ensemble on puisse mettre un énorme coup de projecteur sur cette situation-là d'ici novembre 2022. Merci. Vive les antennes jeunes. Vive les jeunes. Toutes les actualités, autant des antennes jeunes de la nôtre ou d'Amnesty en général, parce que malheureusement, il n'y a pas que des violations de droits humains au Qatar, et c'est vrai que Amnesty International est hyper active et sur un très grand panel de sujets. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, rejoindre nos actions et signer nos pétitions, parce que, comme on l'a dit avant, ça fonctionne et c'est comme ça qu'on peut un peu faire changer les choses. Donc, n'hésitez pas non plus à nous suivre, que ce soit sur nos blogs, nos réseaux sociaux ou tout le reste. Voilà. Merci beaucoup à Jacques Viers et à Sylvie Raspillère encore une fois.